Effectivement, un rassemblement citoyen. Florent Gérard-Mercier, ça vous choque, vous, finalement, qu'une cause comme le racisme n'est plus capable aujourd'hui de rassembler l'ensemble des interlocuteurs politiques ? Non, parce qu'en fait, le LFI a dévoyé le sens du racisme. C'est-à-dire que le racisme, si vous prenez la définition du Larousse, c'est une idéologie qui postule qu'il y a des différences qualitatives entre différents groupes ethniques. Aujourd'hui, on peut voir du racisme partout, y compris dans les rangs de LFI. Quand Jean-Luc Mélenchon qualifie certains de ses concitoyens de tout blanc, tout moche. Quand il y a aussi le député LFI Bilongo qui dit sans aucun problème, on est plus intelligent et plus endurant qu'eux. Voilà. Et il n'y a toujours pas de sanction contre le député Bilongo de la part des dirigeants de LFI. Donc, la conception que donne LFI au racisme aujourd'hui n'est plus du tout rassembleuse et ne fait plus partie des valeurs justement universalistes de la République. On peut aussi citer le maire de Saint-Denis lui-même qui, dans son programme, dit vos élus vous ressembleront. Ce sont des choses qui sont en rupture nette avec justement les valeurs effectivement antiracistes. Est-ce que vous considérez que le maire de Saint-Denis n'a pas été victime de propos racistes ? Ah non, si, bien sûr, il a été victime de propos. C'est le point de départ du rassemblement. Ça, je me permettais de le rappeler. Oui, sur CNews, oui, on parle sur CNews. Moi, je pense que la justice va faire son travail. Et peut-être que c'est pour ça, d'ailleurs, que la marche arrive trop tôt, puisque, honnêtement, la qualification raciste des propos qui ont été dits, c'est à la justice de faire son travail dessus. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, le fait qu'il y ait un climat absolument délétère, ça, on est parfaitement d'accord. Et le fait qu'il faille le dénoncer, je suis totalement d'accord aussi. Mais dans ce cas, dénonçons toutes les formes, quelque part, de racisme, et rejetons l'idéologie qu'il y a des groupes ethniques qui sont supérieurs à d'autres. Or, du côté de LFI, on n'entend pas vraiment ça sur les cas que j'ai cités. C'est ce qu'on disait sur la ressemblance. Oui. Elle est à la fois sociale et politique. Et c'est ce qui a donné ces fameux commentaires sur ces soirées électorales où le président de la République s'est précipité en parlant de sédition. Mais voilà, c'est un climat politique qui est délétère. Florent Gérard-Mercier. Voilà, c'est ce qui va se passer tout à l'heure. Peut-être quand même pour préciser, ce n'est pas que socialement et culturellement, parce que si vous vous rappelez les propos de Sébastien Delogu, c'est très clairement avoir des maires racisés. Donc, je veux dire, l'appartenance ethnique est très clairement le point, quand on dit qu'ils vous ressembleront, ça fait partie de l'ensemble. M. Bakayoko ne reconnaît pas le terme racisé, vous voyez, par exemple. Oui, mais c'est très bien. Mais j'en suis très heureux. C'est un débat dans la société. Le point, c'est effectivement que LFI, c'est LFI qui justement en travestissant ce combat, en a fait un point de conflit et donc un point qui ne rassemble plus. C'est ça qui est bien triste. Franchement, je suis d'accord avec vous. C'est tragique que encore aujourd'hui, il puisse y avoir des maires, des élus qui soient attaqués sur couleur de peau. Je tiens juste à rappeler par exemple que le premier général noir de l'armée française, c'est Toussaint Louverture. Ça date de la Révolution française et c'est très bien. C'est exactement ça. La France et ses valeurs. Le problème, c'est que LFI ne fait plus sienne un certain nombre de ces valeurs de la République, et je pense que c'est pour ça que LFI n'arrive pas à rassembler, y compris sur quelque chose qui devrait rassembler, comme la lutte contre le racisme. Donc, Simon Barbe, ce qu'on comprend, c'est qu'elle parle d'une forme de politisation de la justice. On peut l'entendre, ça d'habitude, on entend dans l'autre sens, parce qu'il y a le mur des cons, la magistrature qui n'a pas toujours été considérée comme impartiale. Là, pour le coup, c'est plutôt la gauche qui dénonce en fait une forme de politisation de la justice. C'est un peu à front renversé. Oui, mais de toute façon, à chaque fois qu'un responsable politique est mis en cause, il fait souvent appel à une politisation de la justice pour se défendre. Donc je pense que ce qu'il faut regarder, c'est sur le fond, effectivement. Le fait que là, ce soit en flagrance, c'est pour ça que c'est pour la première fois que Rima Hassan a pu être mise en examen et qu'il va pouvoir y avoir effectivement un procès. C'est lié effectivement à l'immunité parlementaire. Maintenant, quand même, au-delà, la justice, encore une fois, va se prononcer sur est-ce qu'il y a apologie du terrorisme ou non. Il n'en reste pas moins que le tweet en question était problématique, puisque on sait depuis les attentats de 2015 qu'il y a il y a de plus en plus de loups solitaires en fait, qui peuvent être incités à passer à l'acte par des responsables, par des propos qui sont tenus dans la sphère publique. Et là, en l'occurrence, dire que la résistance, donc en l'occurrence en parlant d'un attentat ayant tué un certain nombre d'Israéliens, c'est non pas un droit mais un devoir. C'est le type de choses qui peut conduire certains
à passer à l'acte, puisqu'il y a une légitimation. Et c'est pour ça que le délit d'apologie du terrorisme a été créé. Donc on va voir ce que la justice décrit. Juste un deuxième point, une autre chose qui peut frapper quand même sur Rima Hassan, c'est peut-être ce sentiment d'impunité, parce que quand on va se présenter à la police de soi-même et qu'on est en possession de drogue, alors bon, c'est le parquet qui le dit, on va voir, il y a débat, etc. Ça prouve quand même peut-être une certaine déconnexion. Dit précisément des traces de CBD et de 3-MMC, qui est de la drogue de synthèse. Du méthylmethcarcinone. Les sondages qui sont évidemment à prendre avec beaucoup de précautions, parce que nous sommes à plus d'1 an de la présidentielle, mais avec effectivement Jean-Luc Mélenchon qui se maintient quand même assez haut, mais qui est un peu à touche-touche avec Raphaël Glucksmann. Il y a ces deux gauches-là qui se font front pour l'instant. Oui, il y a ces deux gauches-là qui font front. Pour voir par rapport à Jean-Luc Mélenchon, tout dépend quelque part de son objectif. Si son but est de prendre le leadership à gauche pour avoir plus de chances d'arriver au second tour, peut-être que cette stratégie peut gagner. Mais on a bien vu justement en municipal que les listes d'union n'ont pas fait le plein de voix, c'est-à-dire que ces gauches-là, vous savez, il fut un temps, les électorats, disons, de droite et extrême droite étaient vraiment très imperméables. Aujourd'hui, on voit que c'est relativement imperméable, que l'union des droites s'est fait un peu par les électeurs, alors que là où il y avait une perméabilité quasi totale des électorats de gauche, entre la gauche radicale et la gauche plus social-démocrate, aujourd'hui, ces électorats, enfin en tout cas les résultats des municipales, quand on les analyse précisément, montrent que ça devient beaucoup plus imperméable. Oui, en ligne. Y compris, voilà, donc si on regarde par exemple à Toulouse, la fusion en fait n'a quasiment pas fait gagner de voix, alors que de l'autre côté, ça a conduit à un sursaut de mobilisation en faveur de Moudenc, donc du maire du coup réélu. Et donc c'est là où effectivement c'est peut-être une stratégie de premier tour que Jean-Luc Mélenchon utilise pour rester incontournable, mais que effectivement, vous l'avez mentionné, il a une cote de rejet qui dépasse tous les records quelque part. Et donc, c'est là où, au deuxième tour, c'est ça qui va effectivement pêcher pour LFI. Alors,